Je vais vous parler, toujours dans cette problématique de la conscience, je dirais, impériale. Il faut réhabiliter, restaurer l'idée de conscience impériale qui est absolument indispensable, à condition, bien entendu, de préciser ce qu'on entend par là. Ne réagissons pas comme ça, viscéralement à des mots. Impérial, impérialisme, empire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va me dire, ah oui, vous avez une définition de l'empire qui n'est pas... Bon, on ne va pas discuter de ça. Moi je propose cette forme, mon interprétation du mot empire. Voilà, c'est tout. On ne va pas rester sur qu'est-ce que j'ai appris quand j'avais 8 ans sur le mot empire. Bon, c'est pas la question. Il faut quand même de renouveler les significations. L'empire est une chose importante, est une belle chose. Bien entendu, l'empire, on pense à l'empire ottoman, on pense à l'empire austro-hongrois, on pense à l'empire colonial français ou britannique, etc. etc. On pense à l'empire soviétique avant 1989. Il faut respecter cette notion d'empire. D'abord, elle est créatrice. Et en outre, et surtout peut-être, elle casse les structures du nationalisme. Et le nationalisme, c'est quelque chose d'extrêmement mécanique. On parle une certaine langue, on est habitué, il y a un ronronnement, on est avec des gens qui se connaissent, qui se ressemblent, etc. Donc, moi, je ne cherche pas à valoriser ce type de nationalisme. Je pense que l'Empire est l'antidote au nationalisme. Certains diront que c'est la prison des peuples. C'est l'antidote au nationalisme. Et l'Empire implique une tolérance, une cohabitation entre des entités diverses. C'est-à-dire toute société, quelque part, est impériale dans la mesure où elle fait cohabiter des populations différentes. Différentes pas forcément par leur religion, différentes par le sexe, différentes par l'âge, différentes par la région, etc. Par la profession. Donc, l'Empire, la conscience impériale, prenons le cas notamment de la France, par exemple, il faut un nouveau discours, une nouvelle pédagogie de l'Empire en France. Par exemple, l'Empire, il se situe dans un espace-temps très large. L'Empire, ce n'est pas uniquement ce qui se fait aujourd'hui. C'est la résultante, c'est la marque de plusieurs siècles parfois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on prend la question, par exemple, des communautés qui viennent des anciennes colonies africaines ou indo-chinoises ou autres, elles ne font sens en France qu'au prisme de l'Empire, qu'au prisme d'une appartenance à un empire. Elles témoignent de la grandeur de cet empire. Certains diraient de la grandeur passée, mais peu importe. Il faut saluer dans ces Indochinois, dans ces Vietnamiens, dans ces Chinois qui vivent avec nous, des gens qui ont fait partie d'un empire et qui perpétuent cette mémoire impériale par leur présence même en métropole. Et il en est de même de ceux qui vivent et qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique noire et qui vivent en France. Eh bien, ce sont des gens qui se rallient de facto à l'idée impériale, qui s'inscrivent dans cet empire français, dans l'histoire de cet empire français.
Et à ce moment-là, les choses deviendraient beaucoup plus simples. L'Empire français, c'est pas uniquement nos ancêtres les Gaulois. L'Empire français, c'est un lieu d'accueil, un ensemble d'entités qui se côtoient, qui sont le fait de conquêtes, mais aussi d'occupation, qui correspondent à une expansion de la France à telle et telle époque. Il faut, bien entendu, étudier cette histoire. Les croisades, les colonies, la colonisation d'Algérie, la colonisation du Tonkin, etc. Bien entendu. La France est un grand empire, a une grande histoire impériale. Et par-dessus le marché, la France a produit une langue française. Et cette langue française, elle est également impériale. Je l'ai assez démontré dans mes prestations antérieures. Alors là, cet empire linguistique, il vient se juxtaposer ou se superposer à cet empire géographique, si on peut dire. C'est-à-dire que non seulement la langue française est parlée par ces pays qui ont appartenu à cet empire, ce qu'on appelle l'espace francophone aujourd'hui. Mais bien plus que cela. Et là encore, il faut une éducation impériale dans nos écoles. Il faut rappeler et insister sur le fait que des langues comme l'anglais particulièrement, et pas seulement, sont des langues qui comportent des milliers de mots français. Et donc, d'une certaine façon, la culture anglaise, dès lors qu'elle se sert de cette langue anglaise, s'inscrit au sein de l'Empire français. D'autant plus qu'en tout état de cause, elle est notamment la conséquence de la conquête normande de l'Angleterre en 1066, etc. Donc, n'ayons pas peur des mots. La conscience impériale française, elle englobe aussi, d'une certaine manière, le monde anglophone. Elle englobe aussi le monde germanophone. Car il y a aussi des milliers de mots français en allemand. Moins qu'en anglais, certes, mais énormément quand même. Et on pourrait continuer vers d'autres pays comme les Pays-Bas, comme la Russie. D'ailleurs, il y a eu des travaux, je pense que Henriette Walter, que j'ai eu à un moment donné quand j'ai suivi le séminaire, a écrit sur ce sujet, sur les mots français à l'étranger. Les mots français qu'on nous a empruntés. Cela dit, il faut pour cela repenser la notion de nation, repenser la notion de langue, qui sont des définitions beaucoup trop rigides. Et la notion d'empire, elle remet en question et la notion de nation et la notion de langue. Entendons par là que la langue française, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui apprend la langue française, et puis quelle langue française, à quelle époque. Non, c'est quelqu'un qui utilise un vocabulaire, un lexique français massif, important. En tant que signifiant, plus encore que signifié, on peut parler comme sociologue. C'est-à-dire, il m'importe peu, dans ma position impériale, que tel mot
en français n'est pas exactement le même sens qu'en anglais, qu'on appelle les faux amis. Ce n'est pas le problème. Restons dans le domaine de l'outil linguistique, de l'exportation au sens presque économique du terme, ou de l'importation. L'emprunt, ça se situe dans un rapport import-export. Et du moment que des milliers de mots existent dans une langue donnée, cette langue s'inscrit dans un empire linguistique qui dépasse les frontières de cette langue particulière. Elle s'inscrit dans l'ensemble des langues qui ont emprunté au français. Elle fait partie de cet empire français au même titre que d'autres langues qui sont dans la même situation à des degrés divers. Donc je conclurai sur ce point en disant qu'il faut faire éclater les frontières des langues. Certains ont pris un malin plaisir à nous expliquer que chaque langue est dans sa spécificité. C'est pas faux. Mais moi je propose une autre lecture, une autre définition du champ linguistique, moins babélique, si vous voulez, moins compartimenté en un nombre illimité de langues, en mettant l'accent sur le signifiant, c'est-à-dire sur les mots qui passent d'une langue à une autre, qui sont reforgés. Maintenant, qu'ils soient prononcés autrement, qu'ils aient d'autres significations, qu'ils soient traités grammaticalement autrement, ça c'est contingent. Ça. Et en plus, ça change de toute façon, même au sein de la langue française, les choses changent. Les choses évoluent et elles peuvent encore évoluer. Donc il faut avoir une conception de l'espace-temps au niveau impérial très large. Il ne faut pas s'enfermer dans le présent, il ne faut pas non plus s'enfermer dans une certaine nation qui parlerait une certaine langue, il ne faut pas s'enfermer dans une certaine langue, etc. Il faut désenclaver toutes ces questions-là, et à ce moment-là, on retrouve complètement et pleinement la notion de conscience impériale, qui implique une sociodiversité, un multiculturalisme, bien évidemment, un communautarisme, pourquoi pas. Et à ce moment-là, l'État français, c'est celui qui est là pour gérer cet empire, pour en gérer la complexité, la richesse, la diversité, et pour faire cohabiter dans l'espace et le temps toutes ces entités, tous ces éléments qui en font partie à des titres ou à d'autres.